Bon, merci d'être là donc pour la suite, pour le séminaire. Et donc notre invitée aujourd'hui, c'est Julie Broggi, qui vient de Marseille. Alors Julie est originaire de Cannes initialement, elle a fait ses études à Nice jusqu'au master, et puis ensuite a fait sa thèse à Orléans, ce qui est un effort considérable, il faut quand même le noter pour les gens du Sud, et avec Luigi Agrofolio et aussi Steven Nolan, ce qui va expliquer que pendant sa thèse, elle va notamment aller à Tarragone, donc là on revient au Sud, au cours de sa thèse. Et puis ensuite, elle va poursuivre cette thèse par un postdoc chez Steven Nolan, donc elle a travaillé abondamment sur la chimie des carbennes, avec un certain nombre d'autres expériences. Ensuite, à son retour en France, elle va en fait rentrer maître de conférence à Marseille, mais après elle a d'abord un passage par un poste d'ATER, et donc elle va rentrer dans l'équipe du professeur Vanel et terme à la faculté de pharmacie, donc à Marseille, qui est aussi un campus différent de ceux qu'on généralement connaît, nous, les organiciens. Mais ça n'empêche pas d'avoir une activité et son équipe soutenue en chimie organique et autres. Chimie des polymères, vectorisation de médicaments, synthèse de composés instables, et ainsi de suite. Donc c'est une carrière émaillée d'un certain nombre de succès, de bourses, et de récompenses. Probablement la plus récente et peut-être la plus notoire également, c'est la nomination en tant que membre junior de l'IUF, qui est une belle récompense. Et par ailleurs, Julie est impliquée dans un certain nombre de groupes locaux d'action, et aussi dans son université. Mais donc va nous parler aujourd'hui des carbennes hétérocycliques, les NHC, et leur réactivité en tant que super réducteur. Merci beaucoup. Merci Louis, puis merci pour cette invitation à donner du coup une conférence court sur un mode un peu particulier aujourd'hui au Collège de France. Donc vous avez vu ce matin des usages des carbennes et beaucoup de notions sur la chimie des carbennes. Donc il y a des points dont je reparlerai un petit peu, notamment effectivement sur cette dimérisation. Mais moi, ma partie va se concentrer sur l'usage de ces carbennes pour en faire des super donneurs d'électrons, donc des super réducteurs. Alors, déjà, pourquoi on parle de réducteurs organiques? Pourquoi avons-nous besoin de réactifs réducteurs organiques? Alors, on cherche à développer des composés organiques qui sont capables de donner des électrons. Alors, ça peut aussi donner des hydrogènes, mais moi, aujourd'hui, je vais me concentrer vraiment plutôt sur ceux qui sont capables de donner des électrons à des grands taux. Alors, quand on dit high rate, ça veut dire qu'on veut avoir des potentiels de réduction extrêmement bas pour se rapprocher des métaux que vous connaissez plus particulièrement en général, les sodiums, les lithiums, le zinc, le cuivre, qui sont habituellement utilisés en chimie organique pour faire des réactions de réduction. Mais comme vous pouvez vous en douter, le fait d'utiliser ces métaux ont différents inconvénients. Le prix, la ressource, on va manquer de certains métaux, mais aussi leur danger, puisque la plupart sont pyrophoriques, s'enflamment facilement, donc il y a un problème dans leur utilisation, surtout à grosse échelle au niveau industriel. Et justement, avec des versions organiques de ces réducteurs, on va chercher à maintenir bien sûr un pouvoir réducteur assez important, mais à diminuer le coût, à avoir plus de sélectivité, un impact environnemental beaucoup moins toxique, mais tout en maintenant cette capacité à transférer efficacement un ou deux électrons. Parce que vous allez voir qu'on peut sélectivement s'amuser à jongler entre des monotransferts électroniques et des bitransferts électroniques. Et vous verrez aussi que ça permet un certain nombre d'applications dans différents domaines. C'est très large, ça va des matériaux avec la polymérisation
jusqu'à l'énergie, le stockage d'énergie, les batteries, l'agrochimie ou même le domaine pharmaceutique. Alors, on a parlé ce matin des carbenes qui sont de très bons sigma donneurs, ligands sigma donneurs qui vont donner leur densité électronique à des métaux. On a vu aussi effectivement que ces deux électrons-là, dans les orbitales du carbone, sont fortement stabilisés. Il y a une forte stabilité électronique par cet effet électroattracteur des azotes, et puis compensé par cet effet pi donneur. Mais finalement, du coup, cette haute stabilité des carbenes fait que ce ne sont pas de bons réducteurs, ce ne sont pas de bons donneurs d'électrons. Ils ont un potentiel d'oxydation, donc ils donnent leurs électrons à des potentiels très élevés, à 1,2 volts. Donc ça veut dire qu'ils se situent à peu près dans cette zone de cet axe. Donc vous voyez, parmi les réducteurs très faibles. Et en plus, cette donation est irréversible. On peut pas, une fois oxydé, on ne peut pas retourner à la forme donneur d'électrons. Donc, on a des espèces qui ne donnent pas facilement leurs électrons, qui sont des faibles réducteurs. Il existe tout de même, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être réducteurs, il existe quelques exemples, en général sous photoirradiation, en irradiant très fort. Face à des oxydants très oxydants, on va arriver à transférer un électron et à réduire un oxydant, mais ça reste très limité. Donc finalement, si ce ne sont pas des bons donneurs d'électrons, comment peut-on arriver avec un carbène faire des super réducteurs organiques? Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est en passant par d'autres formes qui utilisent ces dérivés. Et notamment, vous allez voir que toutes ces formes, en général, consistent à additionner le carbène sur un autre élément pour obtenir ici une énamine, c'est-à-dire des doubles liaisons riches en électrons, où l'azote vient enrichir la double liaison. Donc on va voir un certain nombre d'outils qui ont été développés avec ces propriétés super réductrices, leur méthodologie, et on finira par quelques applications. Donc on l'a vu ce matin, quand on déprotonne un sel d'imidazolium, on peut accéder à un dimère. Alors on a vu que le plus souvent on accède à un carbène, mais dans certains cas on accède à un dimère. Alors pour beaucoup, comme on a dit, c'est le produit secondaire, c'était la bête noire, on ne voulait pas le dimère. Nous dans notre domaine, au contraire, on cherche à obtenir ces dimères. Et pourquoi? Parce que ces dimères, avec ces différents azotes, on peut avoir jusqu'à 4 azotes autour de la double liaison, vont venir enrichir cette double liaison, qui est porteuse donc de 2 électrons. Et donc du coup, ces composés vont pouvoir spontanément transférer un électron vers un substrat oxydant pour générer un radical, ou même transférer un deuxième électron pour générer cette fois un intermédiaire carbanion. Et donc au fur et à mesure de cette perte d'électrons, on va avoir formation d'espèces dicationiques. Donc c'est ce qu'on appelle la forme oxydée. Et vous allez voir qu'en fonction des structures, des diversités de structures, on va pouvoir jouer sur ce monotransfert ou ce bitransfert pour générer donc soit des radicaux, soit des carbanions. Donc on a une grande modularité des potentiels redox et une certaine sélectivité qu'on n'aurait pas forcément avec les métaux. Mais tout d'abord, avant de vous montrer leur capacité en réduction, comment peut-on arriver à avoir ces formes dimères et lesquelles vont être les plus efficaces en termes de réduction? Et donc, comment on a cette dimérisation des carbènes? On a vu qu'un carbène peut dimériser pour donner ce dimère, et donc ce qu'on appelle l'équilibre de Wandslick. Alors, comme il a été dit ce matin, il y a eu beaucoup de controverses, mais maintenant tout le monde s'accorde pour dire que ce n'est pas une dimérisation directe de 2 carbènes. Le plus simple, on s'imaginerait les 2 points qui se relient de chaque côté, mais non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Parce que déjà, quand on regarde un modèle carbène triplé, type Schrock, on voit que vu que les électrons sont dans différentes orbitales qui sont orthogonales, on n'a vraiment pas un bon recouvrement des orbitales ici, c'est vraiment pas efficace, et donc on ne pourrait pas avoir de dimérisation de ces carbènes de Schrock. En plus, ça ne respecterait pas les règles de conservation de spin, puisqu'on passerait d'éléments non appariés à des versions appariées, donc ça ne respecte pas les règles de conservation de spin, donc c'est extrêmement défavorable. Il faudrait passer d'un état triplé à singulé pour avoir cette dimérisation. Donc ce n'est pas possible. Si on regarde la version singulée, donc le carbène de Fischer, là le recouvrement des orbitales serait un petit peu plus favorable, on aurait une meilleure orientation, on respecterait la règle de conversion des spins, donc thermodynamiquement, ça serait favorable, mais cependant, cinétiquement, c'est extrêmement défavorable.
Si on regarde ces calculs qui ont été faits sur ce carbène tout simple, ben on voit qu'il faudrait à peu près 10 puissance 7 années pour arriver à dimériser ce carbène via cette dimérisation directe des deux espèces carbène. Alors pourtant, quand on met ce même carbène en solution, on observe une dimérisation en 2 semaines. Donc pourquoi cette dimérisation est possible? Eh bien, les travaux d'un certain nombre de personnes qui ont déjà été mentionnées ce matin, Wanslick, Alder, d'ailleurs il y a une très bonne revue qui explique toutes ces étapes de dimérisation, ont montré qu'il fallait en fait une catalyse acide pour arriver à faire cette dimérisation. Donc je vous explique ce mécanisme. Il suffit d'une toute petite trace d'acide. Comme les carbènes sont des bases finalement très fortes, il a même été montré que parfois c'est rien que l'acidité du verre du ballon qui permet de catalyser cette réaction. Donc des toutes petites traces d'acide vont nous conduire à la formation d'une toute petite quantité du sel d'azolium de départ, du précurseur du carbène. Et bien, dès qu'on a ce sel d'azolium qui est un bon électrophile, le carbène va pouvoir venir s'additionner dessus, faire une addition nucléophile. On obtiendra donc cette espèce cationique dimérisée, avec ici un hydrogène très acide, qu'un second carbène va pouvoir venir déprotoner, ce qui nous permet d'arriver à la forme dimère. Donc voilà, ce n'est pas une dimérisation directe, c'est cette catalyse acide qui permet de former le dimère. Et puis là, vu qu'on a une déprotonation avec un autre carbène, eh ben ça nous redonne l'imidazolium, la trace d'imidazolium nécessaire à repartir pour un cycle, et donc petit à petit, ça déplace l'équilibre vers la dimérisation. Alors, tous les carbènes ne peuvent pas dimériser si facilement que ça. Vous voyez, selon l'hétérocycle, certains vont avoir une forte tendance à dimériser et d'autres vont être plutôt sous forme libre. Normalement, les versions saturées sont connues pour dimériser facilement. C'est les exemples qu'on a vus, les échanges de crossover qui étaient faits par Wanslick et d'autres. Les mâles, c'était sur des versions saturées. Ça, ils sont connus pour dimériser très facilement. Mais vous voyez, une saturation, ce n'est pas une condition sine qua non pour dimériser, parce qu'en version cyclohexyle, eh ben là, c'est plutôt la forme carbène libre qui va se retrouver en solution et qui est beaucoup plus stable. Donc vous voyez, selon l'angle du carbène, cette dimérisation est plus ou moins évidente. Ce qui est aussi connu, c'est que pour les formes insaturées, c'est plus souvent la forme carbène libre qu'on retrouve en solution. Il est beaucoup plus difficile d'avoir le dimère. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas exister, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir un équilibre, et donc qu'on ne pourra pas accéder à une forme dimère pour faire du transfert d'électrons. Ce qui est aussi important, c'est les substituants. On a déjà montré cet exemple a été montré ce matin. Murphy a montré que quand on accède à ce dimère, via un autre moyen, via sa forme oxydée, il a un temps de vie de quelques minutes, donc il peut quand même exister, puisqu'il a réussi à le caractériser par RMN, mais assez rapidement, il va se décomposer en carbène. Pourtant, les substituants ne sont pas très encombrants. Alors bien sûr, si on met des gros substituants encore plus encombrants, comme IMS, Hyper, là, effectivement aussi, la dimérisation va être extrêmement défavorisée, on ne verra jamais la forme dimère, on va aller exclusivement vers la forme carbène. Si on revient à celui-là, qui a un temps de vie de quelques minutes, c'est intéressant de voir que juste le fait de le ponter d'un côté, et bien là on passe à un temps de vie de plusieurs heures. Effectivement, vu qu'on a rapproché de manière intramoléculaire les deux carbènes, on facilite la dimérisation catalysée par l'acide. Donc on facilite cette addition puisque maintenant elle est intramoléculaire. Alors un seul pont, il y a quand même du mouvement. Le carbène n'est pas toujours en phase. Donc quand même, au bout d'un certain temps, on revient au bout de quelques heures à la forme carbène. Par contre, à partir du moment où vous mettez deux ponts entre les azotes, là, vous favorisez fortement la rencontre entre les deux carbènes, et là, on inverse totalement l'équilibre. C'est la forme dimère qui va être la plus stable, et on n'a jamais vu avec celui-là la formation du carbène. D'accord ? C'est vraiment uniquement la forme dimère qui est stable et qui est isolable. Donc, vous voyez, l'effet des substituants peut aussi être très important. Des structures qui étaient connues pour être plus favorablement sous forme carbène, eh ben, on peut les faire passer sous forme dimère en mettant les bons substituants, notamment en faisant ces ponts. Alors,
je ne passerai pas trop de temps parce que ça a déjà été aussi mentionné ce matin. Muntz a plus récemment montré que même la base peut avoir son importance pour accéder plutôt à une forme carbène ou dimère. On voit que sur les versions benzimidazolium, qui pourtant sont connues pour facilement dimériser, eh ben, si j'utilise KHMDS, j'arriverai à avoir pendant quelques jours la forme carbène qui finira par dimériser, parce que comme je vous dis, c'est très difficile d'exclure la moindre trace de H+. Il y aura toujours un petit H+, qui traîne quelque part et qui finira par catalyser cette dimérisation. Mais voilà, en utilisant KHMDS, on arrive quand même pour quelques heures à stabiliser le carbène. C'est probablement qu'il y a le K+, qui vient stabiliser un petit peu la forme carbène, faire des adduits. Mais bon, après, la forme dimère ici l'emporte. Au bout de quelques jours, on obtient le dimère. Et donc, je reviens maintenant à leurs propriétés de réduction. On a vu qu'un certain nombre de structures pouvaient dimériser et que ça leur donnait des propriétés de superdonneurs d'électrons. Donc, si je compare à cet axe où vous avez les métaux les plus classiquement utilisés en réduction, les plus forts étant sodium, lithium, et qu'on compare ça à nos structures organiques, à l'origine étaient connues les amines. Janine Cossy sur Paris a beaucoup travaillé sur la photoactivation des amines pour faire des réactions de réduction. Mais justement, il fallait que ça soit chauffé ou photoactivé, puisque ce ne sont pas c'est stable à l'air. À partir du moment où un composé est stable à l'air, c'est qu'il n'est pas très réducteur, il ne réagit pas avec l'oxygène. La limite ici, c'est l'oxygène. Donc, pour arriver à transférer des électrons avec ces amines, il fallait quand même chauffer ou photoactiver fort. Et puis, dans les années 60, des personnes ont commencé à s'intéresser justement à ces doubles liaisons riches en électrons, notamment avec la forme TTF. Donc, TTF, c'est une double liaison, tétratiafulvalène, entourée de soufre. Vous voyez que le potentiel est positif, donc ce n'est pas un super réducteur, mais il a l'avantage du coup d'être stable à l'air, relativement stable à l'air. Et donc il a été beaucoup utilisé dans les matériaux conducteurs. Par contre, pour la chimie organique, il va avoir du coup être un peu limité en termes de réduction. Et donc, on a commencé à chercher à remplacer ces soufres par des azotes, puisque vous avez maintenant l'effet, un meilleur effet pi donneur dédoublé de l'azote vers la double liaison qui vont l'enrichir. Et vous voyez, juste en remplaçant les soufres par des azotes, on passe à un potentiel négatif à moins 0,6 volts. TDAE et donc passe dans le domaine des réducteurs doux. Il est commercial. Bien sûr, par contre, maintenant, il est instable à l'air, puisqu'on passe en dessous du seuil de réduction de l'oxygène. Mais ce domaine a vraiment pris un essor dans les années 2000, quand John Murphy a commencé à s'intéresser à des structures de plus en plus de donneurs d'électrons, et notamment une version benzimidazole, où on aurait ce pont qui permet de bien stabiliser notre forme dimère et d'avoir une structure pseudo-aromatique au départ, et cette double liaison riche en électrons entourée de ces 4 azotes. Et il a aussi travaillé sur cette forme du coup imidazolidène, où on a dimérisé ces 2 imidazolidènes pour former cette structure. Et vous voyez, on passe de moins 0,6 volts à moins 1 volt. Donc là, on commence à venir taquiner un petit peu les potentiels de réduction de certains métaux, comme le zinc, le manganèse, les ruthénium. Et en plus, il faut se dire que les ruthénium et les iridium, qui sont très connus en ce moment en photocatalyse, atteignent ces potentiels de réduction lorsqu'ils sont photoactivés. Tandis que ces structures-là, c'est à l'état fondamental. Sans photoactivation, elles sont déjà capables d'atteindre ces potentiels de réduction. Donc si vous photoactivez, vous irez encore plus bas en réduction. Alors, comment on passe de moins 0,6 volts à 1,20 volts juste en changeant un petit peu la structure? Si on regarde comment on arrive à ces potentiels si négatifs, c'est vraiment, il faut aller regarder les formes finales. Parce qu'on se rend compte que ces doubles liaisons, une fois qu'elles ont donné leur électron, elles forment le radical cation et puis la forme dicationique. Et ces charges-là qui se forment, elles sont fortement stabilisées par les doublés des azotes. Et plus il y a d'azote autour, plus ça stabilise ces espèces. Et c'est ça qui favorise le don d'électrons, le transfert d'électrons. C'est cette stabilisation des formes cationiques, des charges. Et comment on a une telle différence entre une version acyclique et cette version imidazole? Vous rajoutez à cette stabilisation des charges le gain en aromaticité. On a un énorme gap, un énorme gain d'énergie aromatique, puisqu'on passe d'une structure qui n'est pas aromatique
à une structure totalement aromatique. Et ce gain d'aromatisation fait qu'on a une espèce qui devient beaucoup plus réductrice que l'équivalent acyclique ou que l'équivalent saturé qu'on a vu tout à l'heure, qui démérise très bien, mais qui du coup n'est pas un très bon réducteur organique. Et puis Murphy a continué son travail de recherche de structures encore plus réductrices, donc il a cherché à augmenter encore plus ce gain en aromaticité. Et donc il est passé à des formes pyridinium, qui sont en plus beaucoup plus faciles à synthétiser que ce diponté. On peut synthétiser plusieurs grammes très facilement de ce composé. Et il a continué en rajoutant encore plus de cycles entre les structures ou en ajoutant, en collaboration avec Dijker, ces phosphoramines, donc ces substituants très électrodonneurs pour encore plus augmenter le pouvoir réducteur. Et vous voyez que là, on est passé vraiment dans les réducteurs forts avec des potentiels à moins 1,7 volts et encore une fois à l'état fondamental, sans photoactivation. Si vous photoactivez, vous diminuez encore plus leur potentiel redox. Alors, je voudrais aussi attirer votre attention sur ces valeurs de potentiel redox, puisque moins 1,20, ça peut paraître finalement assez faible, parce qu'il y a beaucoup de substrats qui se réduisent plutôt à moins 3 volts, d'accord, où ils ont des potentiels de réduction à moins 3 volts. Mais ces valeurs sont juste des valeurs, ce qu'on appelle brutes, des données brutes de la voltammétrie cyclique. C'est donc les électrodes qui vont transférer des électrons à nos substrats organiques pour mesurer à quel potentiel ils vont récupérer ces électrons ou donner ces électrons. Ça ne prend pas en compte du coup les interactions qu'on peut avoir en solution. Or, ces composés, et c'est leur avantage aussi par rapport aux métaux, c'est qu'en solution, ils vont faire énormément d'interactions avec le substrat. Et par exemple, si on parle de ces deux structures, vous voyez qu'elles ont le même potentiel redox, d'accord, moins 1,24 volts et moins 1,21. Donc, globalement, le même pouvoir de réduction. Pourtant, quand on les a utilisées en polymérisation, on a réduit l'éthylmétacrylate. Vous voyez qu'ici, la polymérisation se fait en 10 minutes grâce à la version pontée, tandis qu'il faut 4 heures pour la version non pontée. Pourtant, elles ont exactement le même pouvoir de réduction. La différence se joue sur les transferts de complexes, les sites ici, donc les charges transfert, les complexes de transfert de charge. Parce qu'il faut savoir que ces composés, avec le substrat, la première étape, ça va être de former un complexe de transfert de charge. Et en fait, plus ce complexe est efficace, plus le transfert d'électrons va se faire facilement. C'est pour ça que ces composés, plus ils sont plans, meilleur sera le complexe avec le substrat, et plus rapide sera le transfert d'électrons. Et plus ils sont plans, meilleure sera aussi la délocalisation à travers la structure dicationique, et donc encore plus favorablement se fera le transfert d'électrons. Et donc c'est pour ça que cette structure, grâce à ce pont, ça l'oblige à être totalement planaire, d'accord, tandis que cette-ci, vu qu'elle n'a pas de pont, quand on regarde son RX, on voit qu'elle est switchée, elle est twistée, Elle est twistée, d'accord, elle n'est pas planaire. En fait, les azotes se repoussent un petit peu et donc du coup, elle est twistée. Et comme elle est twistée, forcément, l'interaction avec le substrat est moins efficace. Si je ponte, hop, j'oblige à être totalement plan, et là, j'ai quelque chose de planaire pour avoir une bonne interaction avec mon substrat. Et comme en plus, ces structures ont pas mal de double liaisons, vous imaginez que les p-stacking vont être très efficaces, surtout avec des substrats aromatiques, et donc des complexes de transfert de charge très forts. C'est pour ça que ces composés, malgré ces potentiels déjà bons, mais qui peuvent paraître assez bas, en fait, sont capables de réduire des composés qui sont à moins 2,5, voire moins 3, d'accord, plus bas que ce qui est annoncé par la voltammétrie cyclique, mais parce que la volta cyclique ne prend pas en compte ces complexes de transfert de charge qui vont donner finalement un potentiel réel en solution encore plus bas. Donc le potentiel effectif de ces structures, ici par exemple, on est plutôt à moins 2,5 à l'état fondamental, on passe à moins 3, moins 3,5 si on photoactive. D'accord ? Donc ces valeurs sont intéressantes pour les comparer les uns aux autres, mais attention, en solution, la réalité est encore plus bas. Donc vous pouvez voir que finalement, des simples petits changements de structure, il n'y a pas de grande diversité dans ces structures, et pourtant, ces simples petits changements donnent lieu à un panel de potentiels redox très variés.
et donc du coup forcément un panel de réactivité très varié. Si je reprends finalement cet axe et que je vais en croissance, c'est-à-dire je vais de plus en plus réducteur, on va voir maintenant au niveau synthèse organique qu'est-ce qu'on va pouvoir atteindre au fur et à mesure qu'on augmente leur potentiel de réduction. Avec le TTF, par exemple, Murphy a montré qu'on pouvait réduire des composés diazonium. On a vu que composés diazonium, ce n'est pas très difficile à réduire, presque on souffle dessus, ça se décompose, et donc effectivement, avec un réducteur qui a un potentiel positif, on arrive à réduire des composés diazonium, et donc on va pouvoir faire des aryles radicaux. Si maintenant on passe au stade du TDAE, donc on passe à négatif, là on peut toujours faire les diazoniums bien sûr, mais on va pouvoir aussi commencer à réduire des composés halogénés, et notamment des halogénures de benzyle. Et on pourra faire soit des espèces radicalaires, mais on peut même faire des benzyles anions, puisqu'on va pouvoir commencer à transférer même 2 électrons. Et dans l'équipe du professeur Vanel, ils ont pendant longtemps montré qu'on pouvait réduire des chlorobenzyles et les additionner sur différents électrophiles en utilisant juste un équivalent de TDAE. Donc ça veut dire que finalement, on fait un peu l'équivalent du grignard, du bromure de MgCl, mais cette fois-ci avec un composé qui est totalement organique, il n'y a pas besoin de magnésium. Et on l'additionne sur des aldéhydes, des cétones, des cétoesters, et ils ont montré beaucoup d'applications, notamment en pharmacomodulation. On peut même additionner sur des imines qui portent des copules chirales, et donc on aura accès à ces dérivés avec la copule chirale qui s'enlève, et donc qui peut donner accès à des amines énantiopures. Le professeur Dolbier et Maurice Medevielle de Lyon ont aussi montré qu'on pouvait réduire des trifluorométhyl iodés et donc accéder à des anions trifluorométhyl qui peuvent eux aussi s'additionner sur différents électrophiles. Donc avec TDAE, on commence à réduire des dérivés benzyles. Si maintenant on passe aux dérivés imidazole, benzimidazole utilisés par Murphy, là, on va commencer à réduire des iodoaryles ou des chloroaryles, donc des halogénures d'aryles. Et notamment, on va pouvoir commencer à accéder à des arylanions, qui jusqu'à présent étaient uniquement accessibles avec des métaux. Alors, c'est intéressant de voir que selon la structure qu'on utilise, on va plutôt faire du monotransfert ou du bitransfert. Avec la version benzimidazole, qui est un petit peu moins réducteur, et qui a plutôt une vague à 2 vagues à 1 électron. Donc vous voyez qu'une fois que le premier électron a été transmis, il faut atteindre un potentiel un peu plus bas pour transférer le deuxième électron. On va plutôt générer en grande partie des aryles radicaux qui vont se réduire en récupérant un hydrogène par HAT, par hydrogène atome transfert. Par contre, si on passe à la version imidazole, qui est bien plus réductrice et qui a une seule vague à 2 électrons, c'est-à-dire que le deuxième transfert se fait quasiment automatiquement après le premier, et bien là on va plutôt aller jusqu'au double transfert et on aura en grande majorité des arylanions, et ça a été prouvé par la cyclisation sur cet ester, puisque le radical ne peut pas s'additionner sur l'ester, par contre l'anion peut s'additionner pour donner ce produit. Et donc ça c'est un peu un référentiel, un substrat test, selon la proportion de produits réduits ou la proportion de produits cyclisés, on arrive à voir quelle est la capacité plutôt mono ou bi-électronique du donneur d'électrons. Murphy a montré aussi qu'on pouvait commencer à réduire des sulfones, des tosylamines et différents dérivés bromés, chlorés avec ces donneurs. En passant à la version bipyridine, on gagne encore plus. Le potentiel annoncé n'est pas beaucoup plus bas et pourtant, en synthèse, grâce au complexe de transfert de charge beaucoup plus planaire, on arrive à des choses beaucoup plus challenging. Et il a montré tout un panel de réactivité, réduction de dérivés iodés, chlorés, de triflates, de sulfones, de nitro. Il a même montré qu'en photoactivant, il pouvait aller jusqu'à la réduction de liaison carbone-carbone. Là, ici, vous réduisez la partie benzyle de ces composés sans toucher à l'ester, sans toucher au cyano. Si vous auriez utilisé des métaux, vous auriez eu plutôt la réduction de l'ester ou des cyanos. Ici, on a une chimiosélectivité grâce à ces structures organiques différentes de celles habituellement obtenues avec les métaux. Alors, vous voyez, quand on fait un tour d'horizon de ces différentes structures, on se rend compte vite qu'il y a une grande modularité des potentiels redox. Et aussi, on peut, à la demande, finalement, en fonction du besoin,
limiter un peu l'efficacité pour accéder à des aryles radicaux, par exemple, ou forcer l'efficacité pour aller jusqu'à des anions en fonction de l'application qu'on veut, en fonction de la réactivité qu'on veut. On peut choisir l'intermédiaire qu'on veut obtenir. Une grande tolérance à plein de groupes fonctionnels qui, d'habitude, sont réduits de manière compétitive par les métaux. Donc il y a plein derrière du coup d'idées d'applications originales pour l'industrie. Mais ces composés souffraient de deux problèmes assez importants. Déjà, ils sont sensibles à l'air. Forcément, ce sont des bons réducteurs. Et pour les applications industrielles, manipuler un composé qui est stable en boîte à gants, mais pour un industriel, ce n'est pas pratique d'utilisation. D'accord ? Surtout sur des grandes quantités. Et en plus, contrairement aux iridium ou ruthénium que j'ai cités tout à l'heure, ils étaient utilisés en quantité stoichiométrique, voire en excès. C'est-à-dire que pour un substrat à réduire, il fallait au moins une molécule de réducteur, voire dans certains cas 3 équivalents, 6 équivalents. Donc là aussi, même s'ils sont moins chers à fabriquer, c'est un peu du gaspillage d'utiliser 6 équivalents de réducteurs pour réduire un mol de molécule. Donc il fallait trouver un système catalytique. Et ça, c'est quelque chose qu'on a été regarder. Déjà, pour la praticité, on savait que la déprotonation pouvait conduire à ce type de dimère. Mais vous avez vu, les bases fortes qu'on utilise peuvent avoir aussi des réactions secondaires sur les groupements fonctionnels. Et puis, c'est pas toujours pratique en industrie parce que ces bases fortes sont aussi pas souvent très stables. Donc nous, on a commencé à s'intéresser aux dérivés carboxylates. On a vu que les carboxylates permettaient d'accéder au carbène. Mais finalement, personne n'avait essayé de les utiliser pour essayer d'accéder aux formes dimères réductrices. Alors, on a aussi fait des adduits trilogénés, mais ça, je reparlerai un peu plus tard. Donc, notre idée, ça a été de voir si ces adduits carboxylates ou sulfinates, connus pour donner des carbennes, pourraient aussi permettre d'accéder à des dimères. Et donc, on a synthétisé une série de structures. Alors, l'imidazole classique, AIME, avec des groupements de plus en plus encombrants, et puis des versions aussi nouvelles, la version pyridinium, puisque vous vous rappelez, c'est celle qui va donner le donneur le plus efficace en solution. Alors, il y avait des travaux de Janis Louis qui avaient déjà montré que plus on augmentait l'encombrement autour de ces carbennes, plus on diminuait la température de décarboxylation, parce que ça pourrait aussi être un inconvénient d'avoir des températures de décarboxylation très élevées. Mais dans notre cas, ce qu'on n'était pas sûr, c'est OK, on va augmenter l'encombrement pour diminuer la température de décarboxylation, mais est-ce qu'on arrivera encore à former le dimère ou est-ce qu'on restera sur la forme carbène, qui n'est pas bon réducteur? On explore aussi les formes carbonates, que Johan Vignol avait montré que le contrion peut venir in situ déprotoner pour former le carbène, donc potentiellement le dimère. Et on a été voir aussi des formes sulfinates. Et on a été très heureux de voir que quand on prenait ce substrat, un iodoaryle, on arrivait effectivement à le réduire en partant des formes carboxylates qui sont stables à l'air. Donc on a quelque chose qui est beaucoup plus simple à utiliser. Donc 3 équivalents, ça veut dire que ça génère in situ un équivalent et demi de dimère, puisqu'il faut 2 molécules carboxylates pour arriver à un équivalent. Et vous voyez, les plus efficaces sont la version imidazolium, CO2. Donc vous voyez, le AIME est meilleur, est plus sous forme carbène, mais il n'est pas impossible d'aller sur la forme dimère quand c'est généré in situ, même si après cet équilibre va se déplacer vers le carbène. Si on le génère in situ, on arrive quand même à accéder au dimère donneur d'électrons. La version pyridinium était aussi très efficace. Alors les sulfinates étaient très intéressants parce qu'ils se désulfinataient, ils perdaient leur sulfinate à une température plus basse. Ici, on est à 150 degrés. Là, on descendait à 120. Par contre, cette liaison carbone-soufre, elle est tellement fragile que rien qu'en présence de traces d'eau, il se décompose. Donc, point de vue stockage dans le temps, ce n'était pas vraiment efficace d'avoir ce type de système qui n'aurait pas eu une grande stabilité de longue durée. Donc, on s'est plutôt intéressé aux formes carboxylates qui restent en plus tout de même bien efficaces à 120 degrés. Donc, on a fait une série de scopes. On a étudié la réactivité de ces composés carboxylates. On a finalement repris quoi? Les substrats que réduisait Murphy. Mais cette fois-ci, au lieu de partir d'une forme qui est instable à l'air, on part d'une forme carboxylate qui est facile à peser, qui est facile à manipuler à l'air. Et on arrive, vous voyez, à réduire les mêmes composés que lui, sans avoir à ajouter de base dans le milieu, juste
en chauffant à 150 degrés pour décarboxyler. Alors vous allez me dire, c'est un petit peu haut, 150, je suis d'accord avec vous. C'est bien, c'est pratique, hein, vous verrez que pour certains domaines, ça ne les dérange pas et ils l'utilisent comme ça, mais pour d'autres, 150 degrés, c'est un petit peu élevé comme température. Sauf qu'il y a des substrats qui, du coup, ne supportent pas trop cette haute température. Donc on a commencé à s'intéresser, à essayer de trouver d'autres moyens d'assister la décarboxylation. Si la température n'est pas suffisante, il faut trouver un autre moyen d'extirper ce CO2 de la structure, et notamment en utilisant une petite quantité d'eau, donc une assistance par l'eau. Pourquoi? Parce que Falvey avait montré que ces carboxylates sont très stables. Si vous les mettez dans l'eau, ils sont très stables dans l'eau. Par contre, si vous les mettez dans un solvant organique avec une trace d'eau, là, ils se décarboxylent. Pourquoi? Parce que quand il y a une trace d'eau, ça crée une liaison hydrogène ici avec l'oxygène et ça aide à décarboxyler, à sortir le CO2 de la structure dans un solvant organique. Et donc, on a testé. Et effectivement, en utilisant une toute petite quantité, la quantité d'eau est précise. Hein, si vous en mettez trop, ça marche plus. Si vous en mettez pas assez, ça aide pas. Donc, il fallait exactement 5% d'eau, un petit peu de photoactivation pour aider le tout. Et vous voyez que maintenant, à température ambiante, on arrive à réduire le même substrat. Donc là où il nous fallait 150 degrés, maintenant on peut décarboxyler à température ambiante en mettant un petit peu d'eau et de la lumière pour assister après le transfert. Le benzimidazole est bien plus efficace dans ce domaine-là. Il se décompose bien plus facilement avec une petite présence d'eau. Malheureusement, les versions aminopyridinium, elles ne se décomposent pas en présence d'eau. Il y a une liaison hydrogène qui se forme, mais elle n'est pas suffisamment efficace pour aider la décarboxylation. Donc on perd totalement l'activité maintenant sur ce type de système. Et là, on a refait le même type de réaction de réduction, mais en utilisant cette fois-ci une petite quantité d'eau. Et donc on génère bien in situ le réducteur, le dimère, qui va transférer ses électrons. Maintenant, on part d'un système stable à l'air, le carboxylate. On fait ça à température ambiante, avec un peu de lumière pour assister le transfert d'électrons. Donc finalement, on a maintenant des précurseurs bien plus simples à utiliser, qui sont stables à l'air. On maintient leur pouvoir réducteur, on est capable, une fois activé, d'obtenir les mêmes potentiels de réduction. Et vous verrez qu'il y a des applications du coup importantes dans les semi-conducteurs organiques. Par contre, on reste sur des quantités stoichiométriques. J'utilise 4 équivalents pour générer 2 équivalents de dimère. Donc ça, c'était le deuxième problème qu'il fallait résoudre, c'était comment rendre ces espèces catalytiques. Et ça, on s'est inspiré au départ de ce qui a été fait pour les ruthéniums, les acridiniums, les iridiums, c'est-à-dire on part de la forme oxydée et finalement il faut trouver un donneur sacrificiel qui va donner ses électrons à la forme oxydée pour générer le super réducteur. En plus, la forme oxydée est stable à l'air, donc elle est extrêmement pratique à utiliser. Puis en plus, ça nous permettrait du coup derrière d'accéder à des systèmes catalytiques de transfert de 1 ou 2 électrons en version catalytique. Donc ça veut dire générer des arylanions, par exemple, de manière catalytique. Plus besoin d'un grignard en excès, il suffirait de quantités catalytiques de super donneurs d'électrons. Alors la difficulté, c'est de trouver le bon donneur sacrificiel. Parce qu'à moins 1,124, cette structure oxydée, elle a un potentiel très bas. Les iridiums, les ruthéniums, leur avantage, c'est qu'ils sont aussi de bons oxydants. C'est pour ça aussi que ce n'est pas des super réducteurs et qu'ils ont besoin de lumière. C'est parce qu'ils sont à la fois bons oxydants et bons réducteurs. Nous, ici, on a des structures super réducteurs, mais du coup, pas des bons oxydants. Et donc, arriver à leur transférer des électrons, ce n'était pas évident. On a essayé au départ avec les donneurs sacrificiels classiques, les amines, les esters de Hansch, etc. Pas une grande efficacité. Ça ne marchait pas. Et puis, on a trouvé un jour, par hasard, le rongalite. Le rongalite, c'est un réactif qui est utilisé dans l'énergie textile, d'accord, beaucoup utilisé comme agent de blanchiment. C'est un réducteur. Alors le rongalite, il est stable, il n'est pas réducteur en lui-même, il est stable à l'air, un peu sensible à l'humidité, si vous le mettez dans l'eau, il se décompose. Et en plus, si vous le mettez dans l'eau, dans une trace d'eau et que vous mettez un petit peu de base, là aussi, vous accélérez sa décomposition. Et en le décomposant, vous formez cet anion hydrogénosulfinate, et lui est le réducteur. Et on a été très heureux de voir que quand on formait cet ion hydrogénosulfinate, en photoactivant, on arrivait à transférer des électrons à cette forme oxydée. Et comment ça s'est vu? Au départ, on a une solution qui est quasi transparente puisque cette forme est un solide blanc. Et dès que
on photoirradie, on arrive à former le superdonneur. Et pour vous montrer que cette réaction est très rapide, alors, hop, j'espère que ça démarre. Là, on a donc du coup la forme oxydée avec le rongalite, et dès qu'on va allumer la lumière, vous allez voir que le superdonneur se forme très rapidement. Donc, on a immédiatement la couleur violette caractéristique de ce dimère. Donc, on avait trouvé le moyen de régénérer ce réducteur qui était vraiment difficile à régénérer une fois qu'il avait donné ses électrons. Alors, on l'a essayé dans la réaction de réduction de cette sulfone. Alors, bien sûr, on a fait les tests de contrôle. Rongalite étant un réducteur, on a regardé si dans nos conditions, déjà, il n'arrivait pas lui-même à réduire. Et non, bien sûr, cette sulfone, elle a un potentiel de moins 2,3, certaines moins 2,5. Donc, du coup, le rongalite, bien que réducteur, n'est pas capable de réduire cette sulfone. Pour lui, c'est inaccessible, ce potentiel de 2,3, c'est beaucoup trop bas. Donc, il n'y a quasiment pas de réduction. Par contre, dès qu'on ajoute une quantité catalytique de notre forme oxydée stable à l'air, là, on a complète réduction de la sulfone. On arrive à avoir une réduction totale avec formation de 2 types de produits. Alors, les 2 types de produits, quels sont-ils? En fait, on a un premier transfert d'électrons qui nous donne ce radical anion. Et puis, une fois qu'on a ce radical benzyle, il peut dimériser, ce qui explique les 10% de forme dimère. Alors, pour expliquer la formation du composé réduit, on s'est dit au début, tiens, sûrement H atome transfert, on forme le composé réduit. Et on s'est vite aperçu que peut-être, oui, il s'en forme un peu par ce biais-là, mais ce n'est pas la voie majoritaire. Non, la voie majoritaire serait un second transfert d'électrons qui permettrait d'avoir le benzyle anion. Comment on l'a su? Parce que quand on a remplacé l'eau dans le système par de l'eau deutérée, on a eu 75% de deutériation. L'eau n'est pas un bon donneur de H point, donc ne pourrait pas donner ce composé 1. Par contre, l'eau deutérée, par déprotonation, a donné ce composé deutéré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une formation catalytique d'anion par double transfert d'électrons. Donc maintenant, on a non seulement un système qui était avant utilisé en excès, qui maintenant est utilisable en quantité catalytique, et en plus qui peut générer des benzylanions, ce que auparavant vous faisiez avec un organo magnésien. Alors bien sûr, on a essayé la réduction de différents composés. On arrive à nouveau à réduire tous ces iodoaryles, chloraryles, bromoaryles, comme le faisait Murphy, mais cette fois-ci en utilisant une quantité catalytique du superdonneur d'électrons et en ayant le donneur sacrificiel qui nous permet d'entretenir le cycle catalytique. Alors sur les dérivés aryles, on n'arrive pas encore au double transfert, il va falloir encore trouver un moyen d'aider le système, mais on peut quand même faire du coup des aryles radicaux qui s'additionnent, qui font des cyclisations intramoléculaires. Donc c'est bien, on est content, on a maintenant une version catalytique. Par contre, notre petite déception, c'est qu'à cause de la présence d'eau ici, qui est nécessaire, je vous rappelle, pour la décomposition du rongalite, dès qu'on faisait des anions, c'était piégé par l'eau. Cet anion était quenché par la petite quantité d'eau ici. Et du coup, on ne pouvait faire aucune addition sur des électrophiles puisque on avait tout de suite une protonation de notre anion. Alors on a revu notre copie, on a insisté, et on s'est dit il faut trouver un autre moyen de décomposer ce rongalite qui était pourtant connu pour s'activer que dans l'eau. Et en trouvant la bonne base et le bon solvant, il fallait vraiment cette base-là, on a réussi maintenant à avoir un système où il n'y a plus d'eau. Et du coup, ces anions, on peut en faire quelque chose maintenant et on l'additionne sur des aldéhydes. Et vous voyez, on a fait un certain nombre de réactivités sur des aldéhydes, donc on arrive à faire comme ferait un grignard, mais cette fois-ci en ayant une quantité catalytique d'un composé organique. Et on a vraiment passage par cet anion parce qu'ici, vous voyez, ce petit cyclopropane, c'est ce qu'on appelle un peu une radicale probe, une preuve d'espèce radicalaire. Si on était passé par un mécanisme radicalaire, on aurait eu ouverture de ce cyclopropane. Et ici, vous voyez qu'on le conserve, donc on est bien passé par un anion. Donc voilà, on a pu voir que les dimères dimères de carbone permettaient d'accéder à des forts potentiels de réduction, avec des réactivités très intéressantes. Mais vous avez vu qu'il faut quand même souvent, pour arriver à moins 2,5, moins 3, de la lumière.
comme le font un certain nombre de photocatalyseurs. Alors la lumière, c'est bien, mais encore une fois, on pense toujours à l'application industrielle. Hein. C'est joli de développer des curiosités dans les laboratoires qui sont super réductrices, mais si ce n'est pas transposable au milieu industriel, ça devient problématique. Pourquoi la lumière est un problème? Déjà, c'est gros consommateur d'énergie. Hein. Vous avez vu qu'en ce moment, le coût de l'énergie devient un critère très important. Et puis, finalement, ça ne pénètre pas si bien que ça, la lumière. D'accord ? Le pouvoir de pénétration dans une solution est très faible. Et donc, du coup, pour un industriel qui doit faire ça sur des cuves, la photoactivation, ça ne marche pas. Alors, il y a des systèmes en flux, etc., mais c'est aussi une certaine galère. Donc, nous, on s'est dit, et d'autres aussi, hein, bien sûr, on s'est dit qu'il fallait commencer à trouver des systèmes tout autant réducteurs, mais qui ne nécessitaient pas de photoactivation. Et c'est là que je passe à la deuxième partie. Cette fois-ci, on revient sur ces fameux Breslow, dont on a aussi entendu parler ce matin. Les Breslow, par addition sur les aldéhydes, ce sont ces intermédiaires. Finalement, quand on y regarde à 2 minutes, il y a bien plein de points communs entre cet énaminol ici et nos dimères. Hein, il y a une certaine similarité de structure, Et donc, ces Breslow étaient très connus pour faire des réactions d'oxydation d'aldéhydes, puisque une fois additionné, une fois qu'on a formé le Breslow, beaucoup, dont Studer, Armando Studer, a utilisé ces composés pour faire de la transformation d'aldéhydes en dérivés carbonyles. Comment ? En oxydant ce Breslow pour former cet acylium, et c'est l'addition d'un nucléophile sur l'acylium qui permet de générer le produit d'intérêt, le dérivé carbonyle, et ça relargue le carbène qui repart pour un cycle catalytique, c'est l'organocatalyse. Mais finalement, l'avantage aussi par rapport au système précédent, c'est qu'ici, pas besoin de donneur sacrificiel pour régénérer le Breslow, il suffit d'un nucléophile. D'accord, même faible, le méthanol, ça marche par exemple. Et ça nous relargue le carbène et ça repart pour un tour. Mais finalement, ici, pour faire cette étape, ils utilisaient des oxydants forts. Et personne ne s'était finalement vraiment demandé que devenaient ces électrons. Et est-ce qu'on ne pourrait pas valoriser ces électrons perdus par le Breslow pour autre chose que fonctionnaliser des aldéhydes? Et c'est pour ça qu'un certain nombre de personnes ont commencé à se demander si les Breslow pouvaient être eux-mêmes des bons réducteurs. Et quand on y regarde, que les gens ont commencé à mesurer leur potentiel redox, on s'aperçoit effectivement que, alors, David Martin a fait des études pour montrer que ce n'était pas la forme énol, finalement, qui était la plus réductrice, mais in situ, comme on utilise beaucoup de bases pour faire ces Breslow, c'était la forme énolate, qui était la forme réductrice. Mais on s'aperçoit que les potentiels redox de ces formes énolates sont bien efficaces. Alors, à part en version thiazole, sinon, si on va vers les versions triazole, ou les MIC, les carbènes abnormaux, on voit qu'on atteint des potentiels quand même assez bas, bien plus bas que ce qu'on pouvait avoir avec nos dimères. Et c'est pour ça que les groupes d'Omiya et Bertrand ont commencé à s'intéresser à ces électrons perdus pour, cette fois-ci, pas seulement s'occuper de l'oxydation d'aldéhyde, mais arriver à promouvoir des réactions de réduction. Et ils ont réussi à réduire des composés du coup halogénés. Et dans leur cas, l'aldéhyde qui était utilisé pour générer le Breslow se retrouvait intégré au produit final. Comment ? Parce que ce radical cation qui est généré après la perte d'un premier électron, finalement, il est assez persistant. Et donc, il y aurait un couplage radicalaire entre les radicaux formés et cet intermédiaire pour faire cet acylium qui va perdre du coup son carbène pour repartir pour un tour et donc générer le produit final carbonylé. Donc là, on a une intégration des deux produits. L'aldéhyde qui est utilisé pour faire le Breslow se retrouve couplé au radical qui est généré. Donc ils ont fait un certain nombre de papiers là-dessus, où on peut réduire même des iodos alkyles et donc faire l'alkylation d'aldéhyde ici par cette transformation avec ce couplage radicalaire. Et eux, ils ont utilisé les versions MIG, donc les carbènes, les triazoles abnormaux. De manière concomitante, Bertrand et Omiya ont montré aussi que si on rajoute un alcène dans le milieu, on peut aussi intercepter le radical avec cet alcène. Donc là, c'est des aryles radicaux qui génèrent, donc on commence à des potentiels, vous voyez, assez bas. Ici, pas de lumière. On est en quantité catalytique de carbène, alors 30 mol% ici, mais 10 mol% là.
On chauffe encore un petit peu par contre ici, et donc du coup, on a cette fois-ci addition du radical sur la double liaison, et une fois qu'on a cet alkyle radical qui est généré, lui aussi est intercepté, couplé par l'intermédiaire radical de Breslow généré, pour avoir à la fin l'intégration de l'aldéhyde dans ce produit d'alcène alkylation, puisqu'on a eu l'addition du radical sur l'alcène. Alors nous aussi, on s'est mis dans la partie avec notre connaissance, en collaboration avec David Martin, avec les connaissances qu'on avait sur les versions dimères, sur les énamines, on s'est dit, mais pourquoi aller vers ces carbènes un petit peu compliqués et un peu exotiques, et pourquoi pas revenir à des carbènes beaucoup plus simples, surtout que les calculs de David montraient qu'avec la version IDIP classique, on pourrait atteindre des potentiels réductions encore plus bas. Et donc, ça nous a mené à une étude où on a cherché à voir en plus si ces Breslow, si c'était généré avec des carbènes plus classiques, N hétérocycliques, non seulement est-ce qu'on pourrait générer des électrons, mais comme on aurait des espèces beaucoup plus instables avec ces imidazoles comparées aux autres formes carbènes, beaucoup plus instables, donc beaucoup plus réactives, avec des transferts beaucoup plus rapides. Est-ce qu'on pourrait éviter l'étape de couplage radicalaire entre les deux et donc avoir deux cycles qui sont obligés de marcher de manière concomitante, mais qui par contre donneraient chacun deux produits et permettraient de valoriser deux produits. Donc d'un côté, le radical serait valorisé dans une forme de produit et de l'autre, on aurait une oxydation. Donc finalement, notre donneur sacrificiel n'est pas vraiment perdu puisqu'il permet de générer un produit d'intérêt. Et effectivement, ça a fonctionné en prenant l'imidazolium le plus simple qu'il y ait. D'accord ? Il n'était pas réputé pour donner un bon Breslow, mais justement, pourquoi il n'était pas réputé ? Parce qu'il donnait des Breslow totalement instables, mais pour nous, c'était une bonne indication. Si le Breslow était instable, c'est parce qu'il était très réducteur. Et effectivement, en trouvant les bonnes conditions pour le maîtriser, ce Breslow Aimé, on a réussi à faire la réduction de iodoaryl, et vous voyez que là, on réduit les iodoaryls, on n'est pas intercepté par le Breslow radical, et donc on forme d'un autre côté l'ester de l'aldéhyde. Donc de manière concomitante, on forme deux types de produits sans qu'il n'y ait de couplage entre les deux. Et donc à chaque fois, on voit que les pourcentages de formation des deux produits sont assez similaires, puisqu'on a vraiment deux systèmes catalytiques qui marchent de manière concomitante et qui sont interdépendantes, mais sans se gêner. On peut même faire l'addition sur des alcènes, et là aussi on aura l'addition du radical sur un alcène, donc l'alkylation de cet alcène, l'arylation de cet alcène, sans avoir incorporation de l'aldéhyde qui se transforme en ester. Ici, le nucléophile qui est utilisé pour régénérer le système, c'est tout bêtement la base qui est utilisée pour générer le Breslow. Donc c'est KOTBU qui forme du terbutanol, et c'est le terbutanol qui est introduit comme nucléophile pour libérer le carbène. Donc on a un système catalytique qui marche à température ambiante, qui n'a pas besoin de lumière, qui a des potentiels redox aussi bons que nos systèmes précédents, et qui n'a plus besoin d'un donneur sacrificiel, parce que les donneurs sacrificiels comme les amines, tout ça, dans la photochimie, souvent ça peut faire des réactions parasites secondaires. Ici on a un nucléophile, donc qui n'a pas lui-même de pouvoir réducteur, donc qui ne vient pas interférer dans la réaction radicalaire. Alors bien sûr, on peut faire ça aussi avec différents alcènes. On a fait varier les alcènes. Alors seule petite limitation, c'est qu'il faut quand même deux groupements aromatiques géminaux pour que ça fonctionne bien. Parce que forcément, les deux aromatiques viennent stabiliser notre intermédiaire et donc viennent faciliter cette réactivité. On peut même s'amuser à varier les aldéhydes, à utiliser ça avec beaucoup d'aldéhydes. Alors, ça montre qu'on peut former différents produits de valorisation des aldéhydes, mais surtout ce que ça montre, c'est qu'on peut générer des Breslow avec différents types d'aldéhydes. On n'est pas limité aux benzaldéhydes classiques. Et donc un certain nombre de Breslow efficaces peuvent être générés. Et on peut même s'amuser à varier le nucléophile pour avoir différentes formes d'ester à la fin, et donc aussi parfois accélérer la réactivité, puisque le nucléophile, en libérant plus vite le carbène, peut même accélérer la réaction. Voilà, au niveau du mécanisme, on a bien montré que ce Breslow énolate, transféré par on a fait ça avec des expériences de deutériation, transférait bien un premier électron pour régénérer le radical aryl, et qu'ensuite, après addition sur l'alcène, il n'y avait pas de couplage entre les deux, puisqu'on a un système qui est très instable qui va rapidement transférer un deuxième électron plutôt que se coupler, et donc on arrive à une forme
anionique. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le couplage entre les deux. On a rapidement 7 anions. Après, le Breslow est totalement oxydé, donc repart pour un tour et libère l'ester grâce au nucléophile. Et donc finalement, on a un mécanisme qu'on appelle radical polar crossover, c'est-à-dire qu'on commence en radicalaire et on passe enfin en polaire sur la fin du mécanisme. Donc on a vu qu'on pouvait générer des super donneurs d'électrons avec la forme dimère, avec la forme Breslow. Je finirai en vous montrant que maintenant les gens s'intéressent de plus en plus aux formes adduits. L'adduit, on en avait un petit peu vu aussi, c'est l'addition d'éthanol ou de chloroforme, etc. sur des motifs carbone. Et bien, ces motifs-là peuvent aussi générer des espèces donneurs d'électrons. Alors, le premier un peu à avoir regardé ce type de système, alors sans forcément tout le temps parler de forme carbone, mais on retrouve pourtant ce benzimidazole qu'on a vu plusieurs fois, c'est Hasegawa. Il a montré que finalement, si on rajoute sur cette benzimidazoline un groupement phényl, on conserve l'hydrogène qu'on avait au départ sur les imidazolium, mais on rajoute un groupement phényl, et bien on a une espèce qui est donneur d'électrons, un réducteur. Alors il n'est pas très performant, il n'a pas un potentiel redox très bas, il faut chauffer très fort ou photoactiver pour arriver à réduire des cétones, des allocétones, etc. Mais quand même, c'était intéressant de voir que ces composés peuvent faire donc des radicales cations pour générer ce radical qui est assez... En fait, le donneur le plus fort dans ce système, c'est lui. Ce n'est pas tellement la première étape, c'est lui qui est un petit peu plus efficace et donc qui va s'oxyder. Alors, il a un petit peu amélioré son système en rajoutant des aromatiques un peu plus développés et puis des groupements alcool. Et il arrive là aussi par photoactivation. Les conditions sont d'avoir une base, une irradiation à 390 nanomètres, et d'arriver du coup à réduire des chloroaryles, des cyanos, des époxydes, qu'en radicalaire. Avec ce genre de système, c'est du monotransfert. Pourtant, on voit que dans la structure, on pourrait faire du bitransfert, mais actuellement, les capacités réductrices font qu'on ne voit que du monotransfert d'électrons. Mais Murphy a aussi un petit peu du coup exploré le domaine et il s'est rendu compte que finalement juste en mettant un hydrogène, il pouvait rendre ce système catalytique. Cette benzimidazoline, en partant du sel de benzimidazolium en présence de NaBH4, donc d'hydrure, de donneur d'hydrure, il forme la version dihydrobenzimidazole. Et celle-là, elle s'oxyde assez facilement en présence d'une petite quantité d'air pour faire ce radical benzimidazole qui, lui, est un super donneur d'électrons. On a un potentiel de moins 1,86 volts et donc permet de faire des réactions de réduction. Après, le système est donc catalytique. Qu'est-ce qui permet la régénération ? C'est le donneur d'hydrure. Alors, ça a l'avantage d'être très sélectif au niveau du monotransfert. Donc, si on ne veut pas du tout de traces d'anions, ce genre de système est bien parce qu'on peut vraiment faire que du monoélectronique et donc faire des radicaux et pas d'anions. Après, utiliser des hydrures en excès, ça reste du coup une utilisation limitée pour tous les problèmes qu'on peut avoir avec les hydrures. Et puis surtout, dès que vous allez vouloir utiliser des esters dans votre réactivité, des substrats, ça va venir un petit peu gêner votre réactivité. Donc il y a encore du travail à faire. C'est pour ça que maintenant qu'il y en a qui s'intéressent de plus en plus à ces formes radicales cations. Là aussi, c'est un adduit généré à partir de KOTBU. KOTBU, c'est un peu une base magique dans les carbenes. Plein de choses ne marchent pas avec d'autres bases et dès qu'on met KOTBU, paf, on a des super réactivités. Et bien parce qu'il se formerait des complexes entre le carbène et le KOTBU. Alors c'est des adduits, alors est-ce que le KOTBU est vraiment additionné ou pas additionné? Ça c'est encore à discuter. Est-ce que c'est une interaction purement comme ça électrostatique ou est-ce qu'il y a vraiment une addition du KOTBU sur le carbène ou même un équilibre? Mais en tout cas, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en photo-irradiant ces complexes qui sont très colorés, on arrive à des radicalanions qui sont extrêmement bons donneurs d'électrons. Et on voit qu'ici, les travaux de Chen ont montré qu'ils pouvaient faire de la réduction de monofluoroarène et donc les coupler avec différents cycles aromatiques en irradiant ce carbène en présence de KOTBU. Donc voilà, c'est des choses tout à fait récentes et je pense qu'il y aura maintenant dans le futur beaucoup de réactivités qui vont se concentrer sur l'étude de ces NHI radicales anions.
Pour finir, dans le temps qui me reste, je vais vous montrer quand même quelques petites applications, parce que c'est bien joli, comme je l'ai dit, de développer des systèmes qui sont super réducteurs, où on fait en laboratoire, on le montre sur quelques dérivés iodés, mais je voudrais vous montrer aussi que des fois, ça va plus loin que notre expérience et notre utilisation, et on s'aperçoit que beaucoup de gens ont besoin de ces formes réducteurs. Alors déjà, dans le laboratoire d'où je viens, ils ont beaucoup utilisé rien que le TDAE qui est commercial pour faire de la pharmacomodulation, tout bêtement, parce que ça leur permettait d'arriver à des grandes bibliothèques de composés facilement, juste par addition du benzylanion sur différents substrats. Et donc, du coup, ça faisait des composés finaux sans traces de métaux, ce qui était très pratique pour les utilisations, pour les tests biologiques, d'avoir des composés vraiment dépourvus de traces de métaux. Et donc, ils ont par exemple découvert que ce type de composé alcool synthétisé grâce au TDAE avait des très fortes activités sur différentes souches de rhinovirus. Et donc, il y a beaucoup d'études maintenant qui sont développées sur ces composés, donc à large spectre d'activité sur les rhinovirus. Si on prend ces dérivés quinoxaline avec 2 bromes, on peut aussi faire la réduction de ces bromes, d'un des bromes l'additionner sur un aldéhyde par exemple, et avoir la substitution du 2e brome pour faire des dérivés époxydes. Et ces dérivés époxydes, il y a un brevet maintenant sur ces genres de systèmes où ils ont une très forte activité antiproliférative sur les cellules cancéreuses du neuroblastoma, qui est un cancer du cerveau chez les enfants qui n'avaient aucun traitement actuellement. Et donc maintenant, ils ont des composés qui ont de très fortes activités grâce à la formation de cet époxyde rendu possible donc, grâce au TDAE. Autre domaine totalement différent, ça c'est Anistili à Lyon, qui a montré que le TDAE pouvait être utilisé pour valoriser des gaz à effet de serre. Il s'intéresse à la transformation du SF6, qui est un gaz à effet de serre très nocif, 30 000 fois plus nocif que le CO2 sur la couche d'ozone, qui a été beaucoup utilisé dans tout ce qui était isolant électrique. Et donc il a montré que le TDAE très facilement réduisait ce gaz SF6 pour former un sel très stable à l'air, ce sel fluoré, stabilisé par les dications du TDAE. Et il se sert maintenant de ce sel pour faire des réactions de déoxyfluorination ou même de pentafluorosulfonylation, donc avec le SF5 ou le F-. Et donc, il a valorisé, transformé ce gaz à effet de serre en un réactif pratique et totalement sécurisé, inoffensif. Nous-mêmes, on a utilisé ces réducteurs pour faire des réactions de polymérisation. Il faut savoir que normalement, en polymérisation par transfert d'électrons, c'est beaucoup de l'addition radicalaire plutôt, c'est les peroxydes, qui sont utilisés en large quantité, mais les peroxydes sont extrêmement explosifs, surtout quand on les utilise en grande quantité, instables à la chaleur. Et donc nous, on a montré qu'avec ces superdonneurs, en quelques minutes, pour la plupart des acrylates, en moins de 5 minutes, on avait un démarrage spontané de la polymérisation. Et donc, on pouvait faire beaucoup de familles de polymères par polymérisation anionique et même des copolymères. On accède à une large variété avec un système qui est complètement sécurisé, qui est inoffensif et qui permet du coup de faire beaucoup de types de polymères de portée industrielle. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ici, le mécanisme se faisait par un premier transfert d'électrons qui génère d'un côté le radical anion du monomère qu'on a réduit et puis le fameux radical cation. Et là, dans ce cas-là, pourquoi ça poursuit en anionique et pas en radicalaire ? C'est parce que quand on a un radical alkyle, il y a un trapping, il y a un couplage entre ces deux espèces. Et donc on se retrouve avec le superdonneur qui est en bout de chaîne de notre polymère et donc qui ne reste plus que l'anion pour faire une propagation anionique. Donc par un monotransfert, on arrive tout de même à avoir une polymérisation anionique, donc assez bien contrôlée, plus contrôlée que via une polymérisation radicalaire, qui en général donne des chaînes bien moins homogènes, de longueurs différentes. Et d'habitude, dans le système anionique, il fallait des très forts nucléophiles, des choses très instables. Là, on a facilement génération d'une polymérisation anionique via ce système. Alors anionique c'est beau, mais bon, quand on sait que 60% des polymérisations dans le monde se font par voie radicalaire et la plupart des industriels disent non, mais moi l'anionique ça ne m'intéresse pas, ça ne marche pas dans l'eau, etc., je veux du radicalaire, on leur dit ok, on va vous passer ça en radicalaire. Et comment on a fait ? Cette fois-ci on ajoute un co-initiateur
Et on réduit en fait, malgré qu'on puisse réduire le monomère, on réduit, qui est en très large quantité, on réduit bien plus rapidement et sélectivement le co-initiateur. Pourquoi? Parce qu'on a pris un co-initiateur beaucoup plus facile à réduire que notre monomère. Notre monomère, il avait un potentiel réduction à moins 2,5, notre co-initiateur à moins 1. Et donc, même s'il est là en très petite quantité, c'est lui qui a été plus sélectivement réduit. Et donc, du coup, on a fait le radical qui est venu s'additionner et donc qui a promu la polymérisation, cette fois-ci radicalaire. Donc, on a switché un système de anionique à radicalaire juste en additionnant un petit co-initiateur. Donc, comme je vous disais, le monomère se réduit à moins 2,5. Avant, on le réduisait directement, juste en ajoutant ce bromo-ester, qui est bien plus facile à réduire. On switch en radicalaire, puisque maintenant, c'est uniquement lui qui est réduit. Donc, finalement, alors bien sûr, on a appliqué ça à plein de polymères. Là aussi, on est capable de faire des copolymères, des polymères d'intérêt industriel, par voie, cette fois-ci, totalement radicalaire. Et donc, finalement, on peut faire du anionique en réduisant directement le monomère. On peut faire du radicalaire en ajoutant un co-initiateur. Et on s'est dit, pourquoi pas faire les deux en même temps, en faisant à la fois du anionique et du radicalaire dans le même mélange pour faire ce qu'on appelle des réseaux polymériques interpénétrés. Vous prenez des monomères qui ne polymérisent que par voie anionique, des monomères qui ne polymérisent que par voie radicalaire. Et donc, vous avez ces deux polymérisations simultanées qui font des réseaux entremêlés puisque les chaînes grossissent en même temps et donc s'entremêlent. Et ça a des intérêts. Vous, par exemple, vous mélangez du polystyrène avec du polylactide et donc vous avez les deux polymérisations qui se font de manière simultanée. L'intérêt, c'est qu'après, vous pouvez décomposer le PLA, qui est un polymère biodégradable, et donc vous vous retrouvez avec un polystyrène, mais qui a des cavités, qui a un réseau. Alors après, je ne suis pas spécialiste des réseaux polymériques interpénétrés, mais apparemment, il y a différentes applications pour faire des polystyrènes avec des cavités de table variable. Et on a fait ça aussi avec d'autres types de polymères. Donc ça, ce type de composé, ce type d'amorçage, ce type de technique, ça a beaucoup d'intérêt pour l'industrie de la construction ou l'industrie dentaire, parce que avoir tout le temps la photoactivation, pour eux, c'est un vrai problème, puisqu'en construction, on ne peut pas se permettre d'irradier un mur pour activer la prise du composite. D'accord ? Il faut des systèmes qui s'activent sans lumière. Donc voilà, où nos systèmes initiateurs stables et sécurisés peuvent apporter leur intérêt donc pour ces domaines des constructions ou des matériaux composites. On a fait aussi récemment une version adduit, où là c'est le trifluorométhyle ou trichlorométhyle qui a été additionné sur cet isoquinolinium. Et cet adduit, il est stable à l'air. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'azote qui est donneur, mais le CF3 ou le CCl3 qui est électroattracteur, donc ça fait un peu push-pull. Du coup, on a un système qui est assez stable à l'air, mais qui s'active facilement soit par un oxydant léger, soit par la lumière, pour transférer des électrons et faire des réactions de réduction ou de polymérisation. Donc, vous voyez, les formes adduits peuvent aussi avoir leur intérêt pour ces applications dans la chimie des matériaux. Un exemple dans la chimie des matériaux organiques, je vous ai dit tout à l'heure que le TTF a beaucoup été utilisé pour ses propriétés magnétiques et électroniques, donc notamment dans les conducteurs organiques. Alors pourquoi le TTF ? Parce que c'était un bon réducteur, mais surtout parce qu'il était stable à l'air. Après, au niveau des propriétés de dopage dans les matériaux conducteurs, du coup, on n'a pas une super efficacité parce qu'on n'a pas un très bon réducteur. Ils ne pouvaient pas utiliser d'autres réducteurs plus puissants parce que là, ils faisaient face au problème d'instabilité à l'air. Et c'est pour ça qu'ils ont beaucoup aimé nos versions carboxylates, puisque pour eux, 150 degrés, aucun problème, ça ne les gêne pas. Et donc, du coup, ils décarboxylent en même temps qu'ils forment leur couche du superconducteur. Et donc, ils génèrent in situ le superdonneur d'électrons en partant de la forme carboxylate de manière très facile. Et donc, ils ont le dopage, ils ont un N-dopant pour leur matériau superconducteur en partant d'une forme qui se décarboxyle thermiquement. Plus récemment, ils viennent juste aussi d'utiliser ça, ces mêmes précurseurs CO2, pour doper cette fois-ci des diodes Schottky. Alors, ne me demandez pas l'intérêt des diodes Schottky, très limité, mais en tout cas, ils sont très contents de voir que maintenant, ils ont des diodes qui opèrent à 18,5 GHz, donc à des fréquences qui n'avaient jamais été obtenues jusqu'alors avec des composés organiques. Et donc, ça a beaucoup d'implications dans tout ce qui est l'Internet des choses, donc la télécommunication des technologies et donc la technologie Wi-Fi. C'est donc l'intérêt de ces diodes Schottky.
Enfin, certains s'intéressent aussi à ces réducteurs dans les batteries, puisque finalement, on a des systèmes réversibles pour la plupart, où vous pouvez avoir cette réversibilité entre la forme oxydée et la forme donneur d'électrons. Donc ça a beaucoup d'intérêt pour les redox flow batteries, et donc pour le stockage de l'énergie, donc avoir des systèmes organiques, et notamment Melanie Sanford qui a utilisé le fameux pyridinium, cette fois-ci, pour faire donc du coup ces batteries organiques. Voilà, j'espère vous avoir convaincu qu'à partir de carbone, on peut faire de très belles espèces réductrices en jouant un petit peu sur les structures et sur les conditions de préparation, et donc accéder à un certain nombre d'applications. Je vous remercie et puis je vous propose de passer aux questions.